Les dernières nouvelles, ce qui a été dit sur Fox News, et ensuite ce qu'on a appris de la part de responsables de la Maison-Blanche. D'après les informations rapportées, le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, aurait informé Donald Trump dans la salle de crise d'une possible frappe finale contre l'Iran. Et l'autre point, c'est que des responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que l'administration menait des discussions avec le Congrès pour envisager d'obtenir l'autorisation d'une guerre totale contre l'Iran. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à présent pendant ces 40 jours de guerre. Ce n'était pas déjà une guerre, ça. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Où en est-on aujourd'hui? Je vais commencer avec toi, Larry. Quelle est ta lecture de tout ça? Larry, with you, what is your understanding of that? Eh bien, aujourd'hui, ça fait 60 jours depuis le début du conflit. Donc, en principe, selon la loi sur les pouvoirs de guerre, le Congrès, enfin Trump va devoir faire quelque chose. J'ai vu que la Maison-Blanche a publié hier un communiqué disant, en gros, que Trump considère que, la guerre est terminée, qu'on a combattu pendant 60 jours et qu'il n'y a plus rien à faire. Et puis, ils vont attendre un jour ou deux et ils vont relancer la guerre. C'est comme remettre le compteur à zéro. D'après ce que m'ont dit mes sources, l'amiral Cooper et ses subordonnés recommandent de ne pas aller plus loin, qu'on a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire. Si on en fait plus, ça va devenir trop risqué. On va utiliser trop d'armes alors qu'elles sont déjà rares. Et au final, on n'obtiendra rien. On ne sait pas encore si Keynes soutient leur position, mais ils évoquent la possibilité de poursuivre les opérations aériennes comme pendant les 5 premières semaines, et peut-être même des missions spéciales pour aller récupérer du matériel nucléaire. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a eu une forte augmentation des forces d'opération spéciales déployées dans la région. Pas seulement l'unité SEAL Team 6, mais aussi d'autres unités SEAL qui d'habitude ne font pas partie de ce type de mission. Et puis, il y a aussi Delta sur place. C'est un peu comme charger une arme. Si on la charge, on finit probablement par tirer. Donc, il y a cette possibilité qu'ils lancent une forme d'opération terrestre. Mais ils n'ont pas de commandant pour les forces au sol. Et comme le sait le colonel Wilkerson, la dernière chose qu'on veut, c'est qu'un général de l'armée de l'air ou un amiral de la marine dirige des opérations terrestres. Franchement, c'est insensé. Donc Trump, malheureusement, on dirait qu'il va repartir en guerre. Il ne va pas prendre la sortie de secours. Je ne sais pas si ça se produira cette semaine ou au début de la semaine prochaine, mais je pense que ce sera dans les 3 ou 4 prochains jours. J'espère vraiment me tromper. Alors, ton point de vue. Oui, je suis plutôt d'accord avec Larry. J'espère qu'on se trompe tous les deux. Pour les auditeurs qui trouvent peut-être tout ça un peu technique, je vais essayer de leur simplifier les choses à propos de la War Powers Resolution. D'abord, cette loi est inconstitutionnelle. N'importe qui, qu'il soit originaliste ou moderniste, et qui connaît un peu la Constitution, arrivera à cette conclusion s'il vaut quelque chose. C'était une tentative du Congrès de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, de pouvoir donner son avis sur la légitimité constitutionnelle, la justesse, si on veut, d'un conflit, tout en gardant la possibilité de ne pas le soutenir, sauf si ça marchait. En d'autres termes, le Congrès voulait prendre un peu de temps pour examiner la question, 60 jours peut-être, et ensuite dire « Ah, c'est un échec », maintenant critiquons le président des deux côtés de l'échiquier politique. Ou bien, c'est un succès, alors autorisons-les et avançons. Donc la War Powers Resolution, c'est un affaiblissement de la Constitution. Nixon ne l'avait pas compris. Ses avocats non plus, alors il a opposé son veto. Franchement, c'était insensé. Ce n'était en rien une limitation du pouvoir présidentiel.
C'est même, comme l'a dit un jour H.W. Bush, un renforcement du pouvoir présidentiel. Et ces délais de rapport, c'est du grand n'importe quoi, parce que le président peut mentir effrontément. Ou comme Larry vient de le dire, eh bien Trump plaidait encore hier pour un cessez-le-feu, pour arrêter la guerre. Donc 60 jours ne s'étaient pas écoulés. Je veux dire, c'est exactement le genre d'invention qu'on entend. Et j'ai déjà vu ça quand des présidents et leurs équipes, comme Colin Powell, Dick Cheney et d'autres, trouvaient ce genre d'excuses pour justifier ce type de situation. Cela dit, on en est aujourd'hui à un point où avec le témoignage de Haig, avec d'autres témoignages indirects, comme celui de Scott Bessent, et avec les déclarations du président disant que le Congrès devrait se lever et agir, ne serait-ce que pour cette raison, eh bien, le président, je crois que c'était le président de la Commission des services armés de la Chambre, ou plus précisément du sous-comité chargé des crédits de la défense, était furieux à propos de l'argent qu'on dépense. Il a même dit qu'en ce moment, on dépense encore plus pour la sécurité. Il a parlé du département de la Défense. Mais quand on regarde le budget de la sécurité, il est 2 fois plus élevé que ce qu'on dépensait en moyenne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est absurde, a-t-il dit. Tout ça va finir par éclater, je pense, autour des élections de mi-mandat. Et ça va mal tourner, parce qu'on est déjà au bord du gouffre, vous voyez ce que je veux dire, avec notre dette. Et tout ça ne fait que l'aggraver encore et encore. Et en même temps, vous avez sans doute vu que la réunion qu'ils vont tenir en Colombie, 60 pays, je crois, eh bien, ils ne nous ont même pas invités. Voilà donc l'avenir des États-Unis d'Amérique, que ce soit sur une crise climatique comme celle-ci ou sur n'importe quel autre sujet. Ils ne veulent pas de nous, et ils ne voudront pas de nous à l'avenir. Notre politique se résume à 2 choses, la puissance militaire et les sanctions. Les sanctions et la puissance militaire. Nous n'avons pas d'autre politique. Et je ne suis pas sûr que ce serait différent si Biden, Blinken et Sullivan revenaient aux affaires. Nous sommes devenus un État paria, tout comme notre petit État vassal en Méditerranée orientale, Israël, qui, comme vous le savez sans doute, se trouve à près de 1000 kilomètres de ses propres eaux et arrête des gens sur des bateaux en pleine mer, simplement parce qu'ils font partie d'une flottille en route vers Gaza. On ne peut pas être un plus grand contrevenant à ce que nous avons toujours appelé le droit international et à ce qu'il est censé représenter. Nous en sommes à un point où tout ce que j'ai dit auparavant sur cette situation géopolitique qui balaie le monde et redonne du pouvoir à l'Est s'accélère à un rythme tel que, franchement, nous nous breakons bien plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Larry, quand on parle des objectifs de l'attaque, comme tu l'as mentionné, ça pourrait être imminent. Ça peut arriver à tout moment, cette semaine ou dans les jours qui viennent. Quels seraient les principaux objectifs s'ils décident d'aller dans cette direction? Tu parles d'une invasion terrestre. Ça ne semble pas très probable, ou du moins, ce n'est peut-être pas ce que les gens qui essayent de relancer la guerre ont en tête. Et l'autre point, c'est que il me semble que le blocus est en train d'échouer. Et l'administration Trump, malgré une rhétorique qui fonctionne très bien, commence à comprendre que ce blocus ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une nouvelle phase de guerre. C'est comme ça que vous le voyez aussi. Évidemment, vous n'avez pas lu mon article. C'est sur sonar21.com. Oui, sonar21.com. Bon, écoutez, ce blocus, c'est une mascarade. C'est un spectacle monté pour la télé, fait pour tromper les citoyens américains. C'est pas réel. En ce moment, la marine américaine a déployé, disons, 3 groupes aéronavals. Et chacun de ces groupes comprend entre 3 et 4 navires, des destroyers, des croiseurs. Alors prenons 4 chacun, ça fait 12. Ensuite,
il y a les deux MEU, et chaque MEU, c'est amphibie, ils appellent ça un ARG. J'ai oublié ce que veut dire exactement cet acronyme. Groupe amphibie Preoba. Groupe amphibie prêt au combat. Donc, pour chacun de ces groupes, on parle de 3 navires. Et encore une fois, on ne compte pas les porte-avions ni les groupes aéronavals, parce qu'ils ne vont pas s'approcher d'un autre navire pour monter à bord. En gros, ça fait un total d'environ 11 navires qui pourraient être utilisés pour arraisonner un pétrolier ou un cargo. L'autre point, c'est qu'on maintient la marine américaine à environ 200 000 au large du rocher. On ne franchit pas cette limite des 200 000, parce que s'ils s'approchent trop, ils se font tirer dessus. Alors que fait l'Iran dans ce cas? Parce que tu dis qu'on a bloqué leur port. Mais non, on n'a pas bloqué leur port. C'est absurde. Donc, le navire iranien quitte le port, que ce soit Bandar Abbas ou l'île de Karg, et il reste dans la limite des 12 000 des eaux territoriales. D'accord? À environ 12 000 au large, il y a largement assez de profondeur. Donc il se trouve à peu près à 180 000 du navire américain le plus proche. Imaginons que la marine américaine se dise « Bon, on va aller récupérer ce pétrolier ». Ils attendent qu'il sorte des eaux iraniennes, peut-être qu'il entre dans les eaux pakistanaises, et en théorie, ils y vont et montent à bord. Une fois à bord, ils doivent soit avoir un équipage de prise, soit un équipage capable de prendre le contrôle du navire et de le piloter. Quoi qu'il en soit, ils ont le navire qui a servi à intercepter le bâtiment iranien. Et ce navire reste avec lui jusqu'à ce qu'ils atteignent le port ou l'endroit où ils comptent l'emmener. Le problème, c'est que s'ils n'ont qu'une dizaine de navires capables de faire ça, disons 11, ça veut dire qu'ils ne peuvent intercepter que 11 bâtiments. Et depuis le 15 avril, il y a eu entre 100 et 200 navires iraniens qui sont sortis du Golfe. Le fait est qu'on n'en arrête peut-être que 10% les bons jours, 3% le reste du temps. Comme je l'ai dit, c'est juste du pur, complet, n'importe quoi. Mais ce qu'on nous vend, c'est cette idée qu'on est dur, qu'on a les sanctions les plus fortes de l'histoire, qu'on les bloque et que ça va frapper leur économie. Franchement, faut arrêter. Le chiffre que j'ai entendu hier, c'est que l'Iran avait sur les mers du pétrole déjà vendu 150 millions de barils, à environ $140 le baril. Faites le calcul, ça fait à peu près 21 milliards de dollars. Ouais, Scott Bessent, soi-disant, il a le pied sur la gorge de l'économie iranienne, c'est 21 milliards. Franchement, les États-Unis sont en train de se livrer à l'un des plus grands actes d'auto-illusion collective que j'ai jamais vu. Et en plus de ça, Nima, ce matin en revenant du café vers 7 heures, j'écoutais NPR et la journaliste disait qu'il y a encore plus de 2000 navires bloqués au large du détroit d'Ormuz, avec environ 15 000 marins à bord. Ils sont en train de mourir de faim, ils n'ont pas d'eau potable et ils n'ont nulle part où aller. Alors franchement, qu'est-ce qu'on fait à part foutre le monde en l'air? Oui, colonel, il y a eu un reportage sur CBS. Voilà ce qu'ils disent. Un important incendie à bord de l'USS Higgins a mis le navire hors service, provoquant une perte totale d'énergie et de propulsion. L'incident s'est produit dans la région Indo-Pacifique, mais l'emplacement exact n'a pas été révélé. Aucun membre d'équipage n'a été blessé pour le moment. Et tout ça fait partie de cette campagne contre eux, vous savez, parce qu'ils contrôlent la zone du Pacifique. Si vous vous souvenez, un des pétroliers iraniens avait été saisi dans le Pacifique. Et je ne sais pas combien cette opération, ou même tout le concept du blocus, coûte jusqu'à présent. C'est incroyable ce qui se passe avec cette affaire. Eh bien, le chiffre que j'ai reçu hier du Pentagone, c'est 28,7 milliards de dollars jusqu'à présent. La question que j'ai simplement posée, c'était
Combien cette guerre nous coûte-t-elle à ce stade? Je soupçonne que c'est à peu près la moitié du coût réel. Mais malgré tout, c'est une somme considérable. Donc votre point est valable. Et pour quel but? C'est la grande question. Pour quel but? C'est ce que le Congrès devrait se demander. Dans quel but dépensons-nous tout cet argent? Et pourquoi faisons-nous cette guerre, au fond? Parce qu'il n'y a toujours pas eu de véritable explication, ni de Hegseth, ni de Bézant, ni de Trump lui-même, ni de J.D. Vance. Il n'y a pas eu de bonne explication. On n'aime pas l'Iran? D'accord, mais ça, ce n'est pas vraiment une justification stratégique solide. It's something beyond that. Larry, C'est plus que ça. Larry, puisque le colonel vient de parler du budget, les dépenses liées à cette guerre. Jusqu'à présent, le Pentagone disait il y a 2 jours qu'elle s'élevait à 25 milliards de dollars. Oui, mais aujourd'hui, on a appris, d'après des responsables américains qui ont communiqué avec CBS News, qu'ils estiment le coût à 50 milliards. Leur estimation, c'est 50. C'est le double de ce que le Pentagone annonçait auparavant. Pentagon had That's probably closer. before. Yeah. C'est sans doute plus proche, oui. Bon, regardez les efforts de sauvetage pour le copilote de ce F-15 abattu, l'officier des armes spéciales ou des systèmes d'armes, peu importe comment ils appellent ça. On a perdu un demi-milliard de dollars d'avions rien que ce jour-là. 2 des radars que l'Iran a détruits au tout début de cette guerre valaient plus d'1 milliard chacun. D'après les rapports, plus de 49 appareils ont été abattus ou perdus pendant cette opération. Donc, au total, ces avions représentent probablement 2 ou 3 milliards de dollars. Alors oui, les chiffres continuent de grimper. Mais au fond, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? C'est comme une carte de crédit, sauf qu'on se dit qu'on n'a pas besoin d'en payer les intérêts. C'est un peu comme si vous donniez une carte de crédit à votre enfant qui part à l'université et qui n'avait jamais à régler la facture. Alors, regardez la vitesse à laquelle la dette s'accélère. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, la dette était à 37 000 milliards de dollars. À la fin du mois de décembre, elle avait augmenté d'1 millier de milliards. Et dans les 77 jours suivants, jusqu'en 2026, elle a encore pris un autre millier de milliards. On est donc maintenant à 39 000 milliards. Et si cette tendance continue, je pense qu'à la fin du mois de mai, ou au plus tard fin juin, on aura encore ajouté un autre millier de milliards de dollars. Et donc à 40, ce serait pareil. C'est économiquement intenable. En fait, c'est le volet économique de tout ça qui va finir par mettre un terme aux opérations militaires américaines. Le plein d'impact ne s'est pas encore fait sentir, mais il commence à se faire ressentir un peu partout dans le monde. Et il arrive aussi ici, aux États-Unis. L'administration Trump a ouvert la réserve stratégique de pétrole en pompant du brut pour essayer de maintenir les prix du pétrole et de l'essence à un niveau bas. Mais ça, maintenant, ça a échoué. Rien que ces 3 derniers jours, le prix de l'essence ici, au moins en Floride, a augmenté de 40 centimes. Donc ça monte d'environ 10 à 20 centimes par jour. Oui, je descends le réservoir de ma Toyota Camry jusqu'à environ la moitié avant de refaire le plein. Il y a quelques mois, je faisais le plein dans une station plutôt chère pour le coin, pour à peu près 21-22 dollars. L'autre jour, j'ai remis à peu près la même quantité d'essence et ça m'a coûté 52 dollars. Ça, forcément, ça va grignoter le budget des gens. Oui. Colonel, on a demandé à Pete Buttigieg quels étaient les objectifs de la deuxième phase de la guerre, celle du 28 février de cette année. Et voici ce qu'il a répondu. Donc, ils n'ont pas encore cédé. D'accord, on n'en est pas encore là, même si, enfin, leurs installations nucléaires ont été complètement détruites.
Sous terre, ils sont enterrés et on les surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on sait exactement où pourrait se trouver n'importe quel matériau nucléaire. On garde un œil dessus. Vous venez de dire qu'il y a 60 jours, nous avons dû commencer cette guerre parce que l'arme nucléaire représentait une menace imminente. Et maintenant, vous dites qu'elle a été complètement détruite? Ils n'avaient pas renoncé à une ambition exortisme, ils n'avaient composé pour un bouclier thermoposé de Rimbenbrosminströmming. Donc l'opération Marteau de minuit n'a rien accompli de concret. Elle nous a laissés exactement au même point qu'avant. Leurs installations ont été bombardées et complètement détruites. Mais leurs ambitions ont continué. Et aujourd'hui, ils construisent un bouclier conventionnel. Laissez-moi réessayer. C'est la stratégie de la Corée du Nord. Vous savez très bien de quoi je parle. La stratégie de la Corée du Nord, c'était d'utiliser des missiles conventionnels pour empêcher quiconque de... En gros, ce qu'il dit, colonel, c'est qu'ils ont détruit, qu'ils ont complètement anéanti le programme nucléaire iranien, ou cet uranium enrichi. Mais les ambitions, elles, étaient toujours là. Le désir était toujours là. Nous, on était là pour détruire ce désir. En quoi ça aide, ça? C'est ça le prix à payer pour exprimer ce genre de désir. J'aurais adoré être là, à ce moment précis, quand il a pris l'exemple de la Corée du Nord, parce que j'aurais simplement répondu, la Corée du Nord a la bombe. Franchement, quel exemple à choisir? La Corée du Nord a la bombe. Et la Corée du Nord nous a dit qu'elle avait la bombe au moment même où on essayait de les convaincre, avec un paquet économique, de ne pas l'obtenir. Ce n'était pas une guerre. C'était pas une guerre. On n'a même pas menacé de faire la guerre. En gros, on leur a dit, voilà ce que vous pouvez avoir. C'est une offre incroyablement généreuse. Et c'est vrai, c'était incroyable que ça passe avec Dick Cheney. J'en revenais pas que ça passe avec Dick Cheney parce qu'on allait offrir aux Nord-Coréens une toute nouvelle économie, une toute nouvelle relation avec les États-Unis. Leur réponse, ça a été « On a la bombe, mec. » Ouais. En gros, c'est le principal sujet de discussion en ce moment en Iran. Beaucoup de gens pensent que le pays a besoin d'une forme de dissuasion, parce qu'ils ne croient pas que les États-Unis ou Israël respecteraient un quelconque accord. La majorité des Iraniens parlent aujourd'hui de l'avenir du programme nucléaire iranien en se demandant ce qu'il deviendra si on nous attaque encore et encore, et que personne ne réagit à ces attaques. Eh bien, vu le bilan des deux pays, Israël et les États-Unis, comment pourrait-on en tirer une autre conclusion, franchement? Oui. Larry, tu te souviens, quand tout ça a commencé, les Européens étaient complètement... Enfin, tu vois, Merkel en Allemagne disait « Ils font le sale boulot à notre place ». En gros, elle disait « Allons-y, faisons un changement de régime en Iran ». Et maintenant, elle est totalement contre. Apparemment, elle a de grosses divergences avec Donald Trump, parce qu'il a publié quelque chose et Trump lui a répondu. Mais au final, quand on regarde la situation, avec la manière dont les États-Unis ont poussé toute l'opinion publique iranienne à se demander quel serait leur avenir, toi, comment tu comprends ça? Eh bien, les États-Unis n'ont tiré aucune leçon de l'histoire, pour commencer. Ce qui m'a un peu obsédé cette semaine, c'est la réaction à l'affirmation de Trump selon laquelle la direction iranienne serait en plein désordre, qu'il n'y aurait personne aux commandes. Et ce n'est pas une idée que Trump a eue tout seul. Je pense que ça vient du renseignement israélien, transmis par les canaux de liaison. Et la majorité du cabinet Trump a adhéré à cette idée. Ils disent « oui, c'est vrai ». Parce que quand j'ai commencé à creuser un peu, j'ai vu que Zarif, Arakchi, Kalibaf, l'ayatollah lui-même,
Mostafa Khamenei, et le chef des gardiens de la Révolution, eh bien, il se trouve que les 5 ont fait partie des gardiens pendant la guerre d'Irak. Alors, Posevski faisait bien partie de l'armée régulière, mais il était infirmier, et on l'a affecté à un poste où il travaillait exclusivement avec les gardiens de la Révolution. Donc, il soignait et sauvait la vie de membres des gardiens. Ce que je veux dire par là, c'est que tous ces hommes, ceux qui occupent aujourd'hui des postes de direction, viennent du même milieu. Ils n'ont pas forcément servi dans la même unité, mais ils ont combattu ensemble. 4 d'entre eux sont des vétérans de combat. Et vous savez, il faut replacer ça dans le contexte de ce qu'on appelait notre plus grande génération, celle des anciens combattants, et de la manière dont ils interagissaient entre eux. Ce n'était pas une génération marquée par la division. Ce que ça me dit, c'est qu'en ce moment, l'Iran a sans doute l'équipe dirigeante la plus forte et la plus unie de toute son histoire. Et il vaudrait mieux qu'on en tienne sérieusement compte, parce que l'idée qu'ils sont faibles, qu'ils sont perdus ou qu'ils ont peur, enfin ces types-là ont fait la guerre. Donald, éperon d'os Trump, lui, non. Il a trouvé des moyens d'éviter le service. Hegseth est le seul du groupe à avoir eu une vraie expérience militaire. Et visiblement, il n'en a pas tiré grand-chose. Donc les États-Unis ont dans cette affaire gravement sous-estimé la nature du leadership iranien et l'effet qu'une attaque américaine a eu sur le peuple iranien. Je crois que John Kiriakou a fait un commentaire l'autre jour. Il regardait une des vidéos où on voyait des Iraniens dans la rue, agitant des drapeaux en signe de soutien. C'était une manifestation en faveur du gouvernement. Enfin, il faudrait trouver un autre mot, parce que ce n'était pas vraiment une manifestation, c'était plutôt un rassemblement. Et la caméra s'est arrêtée sur une femme, appelons-la comme ça, qui aurait pu servir d'affiche pour un rassemblement lesbien. Elle avait un style très masculin, des traits un peu virils. C'est le genre de personne qui, il y a encore 3 mois, aurait sans doute été opposée au régime iranien. Et là, elle est dehors, en train de soutenir, de manifester pour le régime iranien. Voilà le genre d'effet que nous avons eu sur le peuple iranien. Et Trump, avec ses conseillers, ils ne comprennent pas ça. Ça me rappelle quelque chose. J'ai en fait vu ces photos. Quand Bill Clinton a ordonné le bombardement de la Serbie, 78 jours au total, on a visé le principal pont de Belgrade en le frappant sans relâche avec des bombes. Et le deuxième jour, ils ont montré une vidéo de Serbes debout sur le pont, levant le majeur pendant que les avions arrivaient.